Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Au sommet de cette édition, réunie mercredi 11 février 2026 à Porto-Novo, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont officiellement formé deux groupes parlementaires sous la direction d'Akena Tonde et d'Assane Seibou. Les détails dans ce journal. À Porto-Novo, après leur installation officielle le 8 février 2026, plusieurs députés ont partagé leurs impressions avec les reporters. Les détails dans ce journal. Un membre de la garde rapproché du président Patrice Talon s'est éteint après un malaise. Plus de détails dans ce journal. Allô? Ah, je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, réunis ce mercredi 11 février 2026 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, les députés se sont réunis pour formaliser la constitution de deux groupes parlementaires, l'Union progressiste, le Renouveau UPR et le Bloc républicain BR. Ces formations, désormais dirigées respectivement par Akena Tonde pour l'UPR et Assane Seibou pour le BR, marquent le début de l'organisation interne de la nouvelle Assemblée nationale. La création de ces groupes vise à structurer le travail parlementaire et à faciliter la coordination des députés au sein de l'hémicycle. Dans le même registre, au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, la 10e législature poursuit sa structuration. Ce mercredi 11 février 2026, les députés ont entériné la composition des bureaux des deux groupes parlementaires. L'Union progressiste, le Renouveau, qui compte 60 élus, est conduite par Natonde Ake, entouré de Domitien Ouemou à la vice-présidence, de Joël Godonou et Yacoub Oru Séguéné comme rapporteurs, ainsi que de Claudine Prudentiaux et Luc Atroko comme membres. Le Bloc républicain est pour sa part présidé par Assane Seibou avec Hervé Heromé au poste du premier vice-président, Sophia Touchanou et Michel Sodinou comme rapporteurs et Gounou Abdoulaye au secrétariat.
Ces bureaux auront notamment pour mission d'assurer la coordination, la discipline et la représentation politique des groupes au sein de l'Assemblée nationale. Toujours dans la même foulée, les députés de la 10e législature de l'Assemblée nationale du Bénin ont été officiellement installés le dimanche 8 février 2026 au Palais des gouverneurs à Porte-Novo. Au thème de leur installation, quelques-uns ont livré leur impression au micro de nos reporters. Nous vous proposons de suivre dans cet élément Émilie Tibouté, Fatouma Tony Gemba et Ali Jatnatou Saliou. Une reconnaissance à toute la nation béninoise, une reconnaissance au parti politique BR et à son président, au bureau exécutif national, parce que nous avons été positionnés, aux populations de la 4e circonscription électorale. Donc, nos profondes reconnaissances. Et comme je le dis toujours, c'est une grande responsabilité. Donc cette législature s'inscrit dans la continuité des réformes pour pouvoir véritablement contribuer au développement de notre pays entamé depuis 10 ans. Une séance de remerciement à l'endroit de ceux qui ont cru aux idéaux de l'Union progressiste, le renouveau, et qui m'ont permis d'être aujourd'hui pour le compte de la 10e législature. Également, je vais placer ce mandat de la 10e législature sous l'intérêt général de la nation. Je vais voter des lois qui vont permettre à mon pays, mon cher beau pays, le Bénin, qui a déjà commencé d'ailleurs par avoir un visage sur le plan national et international, qui a montré notre visage de développement. Mon pays, le Bénin, a déjà décollé. Mon pays, le Bénin, est reconnu sur le plan international par son travail bien fait et par son leadership grâce au président Patrice Talon. Je vais travailler pour y améliorer davantage. C'est une réélection et évidemment le devoir, la responsabilité de servir le pays est l'objectif principal, n'est-ce pas, de mon désir à vouloir revenir à l'Assemblée nationale. À l'endroit de mes mandants, je leur dis que nous sommes à l'Assemblée nationale pour prendre en compte, nous les avons écoutés, nous savons leurs besoins et que notre présence ici, c'est naturellement pour les représenter dignement avec responsabilité. À cet effet, quelques militants des partis Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont livré leur impression au micro de Francis Farami et de Nasrine Fatoumbi. Suivons-les. Un sentiment d'accomplissement face à cette installation que consacrent aujourd'hui les lois de la République. Vous l'avez dit, nous sommes en train d'installer aujourd'hui les députés de la 10e législature qui présideront le destin sur le plan législatif de notre pays pour les 7 années à venir. 7 années, c'est beaucoup. Et il faut les hommes et les femmes qu'il faut à la place où il le faut. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir entamé un processus électoral, partie intégrante d'une réforme du système partisan, processus qui est en train de voir son aboutissement avec l'installation des députés de la 10e aujourd'hui. Sentiment donc d'accomplissement parce que nous avons réussi à le faire. Sentiment également de satisfaction et d'espoir parce que nous sommes convaincus que ceux qui sont là ont l'étoffe pour le job et qu'ils sauront bien faire le travail pour que le cadre législatif qui présidera aux actions de développement dans notre pays puisse être le meilleur afin que autant les générations d'aujourd'hui que celles à venir puissent vivre ce qu'on appelle le bien-être sur tous les plans en République du Bénin. Cette 10e législature entre dans une nouvelle ère, c'est-à-dire que c'est la première fois que nous avons une mandature qui doit durer 7 ans. C'est la première fois aussi que une législature s'installe qui annonce un président de la République qui est soutenu déjà par l'ensemble des partis de la mouvance et qui doit aussi faire un mandat de 7 ans. Donc les mandats seront ensemble pendant 7 ans et le Bénin est doté d'un programme de développement appelé Vision Bénin 2060. Donc je pense que
cette mandature qui s'installe va certainement travailler avec le président qui sera élu d'ici 2 mois. Et donc, ce n'est que le Bénin qui va gagner. Nous, simples militants à la base, nous espérons que le Bénin devienne prospère, que les jeunes qui sont à 70%, la population du Bénin, puissent trouver d'emploi. Parce que s'il y a de l'emploi, chacun travaille, chacun a des revenus, chacun pourra encore contribuer à ce développement que nous espérons tant. Ce que nous voyons ici est extraordinaire, c'est formidable. Ça montre que le Bénin marche, ça montre que le Bénin évolue, ça montre que les Béninois sont des gens bien. Et on peut exprimer toute la fierté d'être là aujourd'hui et d'assister à cet événement heureux. J'ai vu la démocratie se vivifier. Nous avons un nouveau bureau du Parlement aujourd'hui qui est conduit par le maître, l'ancien ministre, Joseph Diogbenou. Donc je suis très content de voir quand même ce nouveau bureau qui est venu avec une forte vivacité d'énergie pour travailler, cela pour le bonheur du peuple béninois. Donc je remercie en même temps le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui est le numéro 1, qui essaye de faire vivre la démocratie. Et après les élections, on voit qu'il y a de nouveaux bureaux qui s'installent. Le monde change tous les jours. Le monde change tous les jours. Il y a de nouveautés tous les jours dans tous les domaines. Donc cette mandature, nous espérons que cette mandature va s'adapter aux nouvelles donnes afin que des lois qui vont faire prospérer le pays, qui vont surtout moderniser le domaine de l'emploi des jeunes et aussi de l'entrepreneuriat. Si les jeunes entreprennent et que l'entrepreneuriat est prospère, le pays va certainement en bénéficier. Le pays va se développer au fur et à mesure. Donc, nous les jeunes, nous espérons de l'emploi et aussi que l'entrepreneuriat devienne de plus en plus prospère dans le Bénin. Chaque législature a fait le job avec les moyens de bord et en prenant en compte les réalités de leur moment, de leur espace et également de leur temps. Ceux qui sont aujourd'hui installés feront également de leur mieux, feront certainement mieux que ceux qui sont passés parce que le contexte est changeant. La réalité socio-économique, politique, légale n'est pas la même d'un jour à un autre. Et ceux qui sont là feront certainement meilleur parce que c'est en eux que le peuple béninois a placé la confiance. J'en suis convaincu. Puisqu'on connaît le rôle des députés, c'est le contrôle de l'action du gouvernement, représenter la population et aussi voter des lois. Nous attendons pour les députés de la 10e législature un parlement qui va voter des lois qui vont profiter à l'ensemble de toute la population. Et cela ira dans le sens du bien-être de la population. Et je pense que c'est avec ça que les électeurs aussi sauront que ceci, nous étions allés aux urnes et nous n'avions pas perdu le temps. Parce que les lois qui seront votées seront en leur faveur. L'eau, les cantines scolaires, l'énergie, tout cela, ça va, la politique au Parlement va accompagner le gouvernement pour que ces fruits-là puissent quand même jaillir pour le bonheur de la population. L'administration a une continuité et chacun vient apporter sa pierre à l'édifice. La 8e, la 9e ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Maintenant, c'est le tour de la 10e de marquer l'histoire. Chacun de nous écrit une page de l'histoire. Dans un autre registre, la présidence de la République du Bénin est en deuil. Maurice Aïwanou, membre de la garde rapprochée du président Patrice Talon, est décédé mardi 10 février 2026 après un malaise survenu alors qu'il se rendait à son poste. Conduit d'urgence dans un centre de santé, il n'a malheureusement pas survécu. Reconnu pour son engagement et son dévouement, Maurice Aïwanou était l'un des agents les plus fiables de la garde présidentielle, chargé de veiller à la sécurité du chef de l'État au quotidien. Sa disparition attriste non seulement ses collègues et proches, mais également l'ensemble de l'institution qui perd un membre apprécié pour sa rigueur et son professionnalisme. Dans un autre registre, l'agriculture béninoise est en pleine mutation. Elle représente aujourd'hui plus de 26% du produit intérieur brut et s'impose comme l'un des moteurs essentiels de l'économie nationale.
Depuis 2016, une transformation profonde est engagée dans les campagnes. Autant pour moi, investissement massif, création de 7 pôles de développement agricole, valorisation de 5 filières locomotives, le riz, le soja, l'ananas, le coton et l'anacade. Ces avancées sont mises en lumière dans le documentaire Terre de l'avenir, la révolution agricole du Bénin. Dans l'extrait à suivre, des transformateurs bénéficiaires témoignent. Suivons-les. Dans le cadre de nos activités avec les différents partenaires, nous avons reçu des accompagnements de PROCA via les projets tels que PADAM, également de FNDA. C'est également via FNDA que nous avons pu mobiliser des crédits. Également avec PADAM, c'est des appuis en équipement tels que des trieuses optiques. Il y a également des mini-rizeries par endroit, des épierreuses de riz, également les calibreuses. Il y a également les contrats institutionnels. Cette année, nous avons signé déjà un contrat de 200 tonnes, dont le contrat est déjà bouclé et les produits sont déjà rendus disponibles. Ici, nous sommes sur le site de Glasgow et derrière moi, c'est le stock de Anan que nous avons fait dans ce magasin-là, qui met en place des vivres pour les cantines scolaires, c'est-à-dire les écoliers. Sur les 200 tonnes, ici, dans ce magasin, il y a 45 tonnes. Et dans les autres communes, il y a à Dassa, par exemple, il y a 40 tonnes. À Bante, nous avons 80 tonnes. Et à Ouest et Ogudo, nous avons 35 tonnes, ce qui fait les 200 tonnes que nous avons au profit de Anan. Avant les années 2016, on rencontre tellement de difficultés par rapport à la production du soja surtout et de l'anacade. Non seulement que l'acajou a occupé une bonne partie de la portion cultivable que nous avons dans la commune, ça a fait que les autres cultures annuelles que nous produisons, on a tellement de difficultés parce qu'il n'y a plus d'espace. Et à travers le projet qui nous a appuyés à faire les activités d'élagage et d'éclaircissement, on a pu bénéficier des portions à l'intérieur des plantations de cajou pour cultiver les cultures annuelles comme par exemple le soja. Et par rapport à la culture du soja, avant 2016, j'étais à moins de 1 tonne à l'hectare. Mais après avoir bénéficié de tous ces atouts, aujourd'hui, la productivité a augmenté et je suis au-delà de 1,5 tonne à l'hectare. Avant 2016, dans mes plantations ici par hectare, je suis à moins de 500 kg par hectare. Mais cette fois-ci, je pense que je prévois déjà avoir cette année récolté au moins 1 tonne par hectare dans ma plantation d'anacade. Les différentes réformes que nous avons connues dans le monde agricole a fait qu'on a une nouvelle condition de vie. Quand vous rentrez aujourd'hui dans le ménage des producteurs, vous verrez qu'il y a une amélioration. Les producteurs de soja ont bénéficié de beaucoup d'avantages. D'abord par l'organisation des producteurs de soja, par la mise en place des coopératives communales et l'interprofession. Pour la campagne 2025-2026, toutes les CPS et CPS sur le plan national ont bénéficié de l'appui de l'ISOJA par la mise en place des crédits aux producteurs au niveau de plusieurs institutions de microfinance pour booster la production du soja. Notre soja là pas l'eau. Et non il y a le taro kodio. Et non il y a bon namo 800 tonnes le taro kodia. 800 kg et ya. Mais si vous ne traitez pas bien le chemin bon on a l'églio. Nous dojin comme des semi compte de miramoro et ou kaji. Oui de mais do état en kodio na do mo 1 tonne 300 1 tonne 400. Oui mais dion. Jiro ma wo na gba 1 tonne 500 1 tonne 600 na. Ni soja cheyon. Boni ya bi. O ko plebo dati me boton bi yo. No beru magasin bono yo sipi. Ni yo yo. Et non do prix niveau e dio. Ni mako prebo janzan ko dian. Et non apon les agban de gberu magasin bono yi. Ba pre yo ya ko boni yo yo. Et non do bono se stratégie. Bono berin magasin ton saval fene. Boy no peser. Bono nami bodero. Après yo mi no yi ko. Amo soja we mi no blo me amo soja fe wa. Bon,
Mino blo pede we ne no pe video we kilo to enne mo we mino blo ro atisa we gbero po iwa yo mi do me na wa gwa lo ka mi ro fi pede mo mi do to ko jo ko gbero po titan wa o be ko wa fi emi wa mo ko ro fi gbangban we lo ne e we wa gba ko nu mi ro fi uzu han wa gbo exam te to me o esupo ro we nu mi no sa mo e no di sa alo gugu wa gonu mi o mi wa moro amode mi no da e ko uzu amo si pe but yon to ko bijan mo boy no to gudo afi o ka di sa down but yon mi tre so sa kilo npo da e no pe ya ile do aso me iwe o fine ja mi no de ono so jobo e no aso me na. Nous sommes ici dans la commune de Djidja sur une exploitation témoin où nous sommes en train de mettre en place un dispositif pour rassurer les producteurs qu'on peut bel et bien produire de l'ananas dans les zones d'extension. Tel que vous voyez, nous sommes en train d'emblaver une superficie de 100 hectares d'ananas. Et c'est le lieu aussi de remercier la TDA et puis le projet Pacofid qui en son temps nous ont réalisé un peu de dessouchage et labour avec la mise en terre. C'était l'année passée. Actuellement, les intrants sont subventionnés en nous réduisant le coût à 100 francs par flacon ou bien par litre des insecticides. Par rapport à ça, même si on associe, on rassemble maintenant les 100 francs par litre ou bien par flacon de produit, vraiment c'est très important. Je faisais le coton avant, je trouvais au moins 1,5 tonne à l'hectare ou 1 tonne 200 comme ça. Mais actuellement, je suis sûr que je peux avoir plus de 2 tonnes ici. Si la production marche, l'apport de l'argent, là, ce serait rapide. Et si vous avez de l'argent, vous êtes obligé d'investir. Même ici, ça m'a fait, mais si je vous montre ma maison en tant que salle comme ça, vous allez dire que non, c'est pas moi. Bon, même si vous allez en ville, ça, on ne va même pas vous montrer ça. D'abord, déjà à l'entrée, en tout cas dans la commune, il n'y a pas un arrondissement qui n'a pas une école, collège. Et c'est les producteurs eux-mêmes qui ont construit ça. Et bien construit, bien clôturé avec la résidence du directeur, avec le bureau des professeurs dans toute la commune de Banikoa, tous les arrondissements. Ça fait que la ville même jusqu'aux hameaux ont changé. Toujours dans ce documentaire, d'autres bénéficiaires reviennent sur les réformes engagées et saluent le travail accompli par le chef de l'État au cours de ces dernières années. Des témoignages qui illustrent l'impact des actions menées dans le secteur agricole. Aujourd'hui, nous remercions le gouvernement. Grâce à ces réformes, aujourd'hui, nous avons augmenté notre capacité de transformation sur le marché. Atiakwipa ntoku da zoni. Azode wala nana se kote o. Nsi doku ni foa. Gouvernement tinto wezo bondo usine. Kukron chiwe gba usine fide ndo jiblo de gbeji okron chiwe bloa. Gouvernement tinto wezo bomo usine wene. Bo nweyi hudo usine otole o. Gouvernement tinto we blo bondo equipment de do ho sabo razo wa dinle o. Gouvernement tinto wezo bomo. Ndogwenu achekwipa parti talenton do ena cheni bon etre gosin fine dion mais na do fine on ena edizun ale bo wazo bon enima ka no zoro totonwo akwe zando gre me on mi sukuro mi mo kan de wa ye kwenu mi wuteni ya ma amo wetonu akwe mi mo enyila. Nous remercions le gouvernement donc de son excellence, le président de la République, M. Patrice Talon, pour l'appui que nous avons reçu des différents services. Midjana dokoni Patrice Talon do zikodeo eni le nu kon hule de gon de vivinu mi mais bijawa to me o jinjai o blo alo de blo ni mi te nyonu le a le nyonu le vivinu mi kan. C'est grâce au président M. Patrice Talon. Avant son arrivée, Banikoa n'était pas comme ça. Dans un autre extrait de Terre d'avenir, la révolution agricole du Bénin, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossioui, fait le point sur les performances du pays. Il explique notamment comment le Bénin s'est hissé au premier rang dans certaines filières et figure désormais parmi les 5 à 10 premiers pays au niveau régional et au sein de la CEDEAO. Au terme du processus de la 5e revue biannuelle de cet engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement à Malabo,
le Bénin obtient la note de 7,15 sur 10. Il a fait un progrès de 66% sur la décennie de 2015 à 2024. Le Bénin est donc classé premier dans l'espace CEDEAO et 5e des nations africaines qui affichent une agriculture performante. En effet, cette performance, c'est le fruit des réformes opérées et des investissements soutenus consentis par le gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur agricole depuis 2016. Ces investissements représentent aujourd'hui, à la fin de 2024, 10,89% des dépenses générales de l'État sur une cible de 10% que s'est fixée l'Union africaine. C'est d'abord et avant tout une planification rigoureuse. C'est parce que nous avons le président a une vision très claire de développement à faire et de modèle économique que nous avons choisi pour le faire. La deuxième chose, c'est le suivi rigoureux de cette planification et la mise à disposition des facteurs essentiels. Le premier de ces facteurs, c'est les intrants qu'il faut pour notre agriculture. Le second, c'est aussi la mécanisation, la modernisation de notre agriculture. Le troisième facteur auquel nous sommes attaqués résolument aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'eau. Les implications sur la vie des exploitants, en effet, de 2016 à ce jour, nous avons plus de 300 000 emplois générés. Au niveau de l'exploitation même, nous avons atteint un revenu moyen de 215 000 pour les petits exploitants et de 1 280 000 pour les gros exploitants. La production brute est une chose, mais la transformation agroalimentaire crée des chaînes de valeur et renforce la résilience économique. Nous devons travailler pour que notre soja, le cajou, l'ananas et que sais-je encore subissent des transformations agroalimentaires, créer de la valeur, créer plus d'emplois et permettre la résilience de notre économie. L'investissement dans le secteur agricole devient une réalité. Les demandes sont fortes. L'éligibilité des candidats à des financements maintenant est devenue une chose beaucoup plus aisée que par le passé. J'ai la conviction ferme que tel que nous sommes partis, on s'y mettra, mais on ne l'attendra pas facilement. Dans un autre extrait, Terre d'avenir, la révolution agricole du Bénin, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, fait le point sur les performances du pays. Il explique notamment comment le Bénin s'est hissé au premier rang dans certaines filières et figure désormais parmi les 5 à 10 premiers pays au niveau régional et au sein de la CEDEAO. Enfin, on ose toucher du doigt ce qui devait servir de développement à notre cher et beau pays, le Bénin. Je suis sûr et certain que si on avait un projet du genre, un programme du genre au Bénin, l'aéroport international de Toro ne serait pas encore en train de végéter dans la brousse. Comment on appelle les logements sociaux de Parakou, mais une bonne yaï, ne serait pas en train de vivre dans ce désordre. Et c'est parce que quand un président vient au pouvoir, il met de côté tout ce que les autres ont fait et c'est ce que lui il a envie de faire qu'il fait. C'est une erreur. Et je salue cette vision du président Patrice Talon de doter le Bénin d'un projet, d'un programme jusqu'à 2060. Mais pourquoi 2060? C'est la grosse question. Pourquoi 2060? 2060, c'est parce qu'on veut que les projets lancés sous Patrice Talon soient concrétisés. J'ai dit non. Moi, j'aurais aimé qu'on aille plus loin. Il va falloir qu'on fasse un programme d'action du gouvernement, de nos gouvernements, qui vont à long terme, quel que soit celui qui vient au pouvoir, qu'il soit de l'opposition, de la société civile, de la mouvance, il continue ce qui est là. Et non, mettre ça de côté, comme cela se fait. Tant qu'on va mettre ça de côté, on ne va jamais se développer. Et je crois que si ce programme-là est dans cette dynamique, tant mieux. Mais je vous espérer qu'on a pu associer toutes les différentes couches de la société béninoise, les religieux, l'opposition, la société civile, pour que chacun puisse apporter son grain de sable dans ce programme qui doit vraiment amener le Bénin vers le développement. Parce que si c'est une seule partie qui l'a fait, je ne serais pas étonné que si la partie-là perd le pouvoir un jour, que la partie qui viendra au pouvoir remette ça en cause. Et c'est ça dommage. C'est dommage. C'est pour ça que ce genre de programme, ça doit être un programme concerté avec les autres
membres du pays, les autres membres du pays. Et je espère que le président Talon, il sait que c'est un homme ambitieux, qui aime les belles choses. Dedans, j'ai vu que Parakou aura, pourquoi pas, des trains TGV. Parakou, des trains TGV, c'est un peu ambitieux. Ça m'a fait sourire. Alors qu'actuellement, quand on sait que combien de fois on coupe le courant régulièrement dans la journée, dans la nuit, alors qu'on savait que le train TGV, c'est l'énergie électrique qui est sa base de fonctionnement. Je me demande comment cela va se faire. Parce qu'on ne rêve pas un peu trop. Surtout qu'on a mis ça à 2060. 2060 à aujourd'hui, c'est 34 ans seulement. 34 ans, je vois que c'est beaucoup, mais c'est très peu. Ça rattrape très vite. Et je vous espère que ce programme pourra pas servir à notre pays, à développer notre pays dans le sens d'une prospérité partagée. Le mardi 3 février 2026, le Bénin a officiellement lancé la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Présentée comme une véritable boussole, cette vision ambitionne de projeter le pays vers un avenir plus prospère, inclusif et durable. Adam Bachirou, leader d'opinion, réagit sur ce document stratégique qui trace les grandes orientations du développement national. Il était au micro de Mouidine Lawani et de Jean Aclé. Femme âgée, mais célibataire. Bon, il y a d'autres, bon, c'est les études. Il y a d'autres, ils ont étudié. Donc, ils se sont dit, bon, on va obtenir tel diplôme. Numéro 1 élève, c'est-à-dire étudiante. Bon, elle est là. À moi, elle m'a étudiante. Pour qu'elle joue, pour 30 ans, voire 35 ans. Bomado asou école, bomado asou bomado mêlé. Mêlé quand on te met badji to béné et donne nous quand on donne même quand. Si c'est des femmes qui ont choisi de ne pas se marier, pourquoi ne pas leur reconnaître ça? Pourquoi allons-nous tenir compte de la société dans laquelle nous sommes et dire le nadage franc qui dit mais si elle a choisi de ne pas se marier, c'est sa concession à elle. Si c'est des femmes qui ont choisi de ne pas se marier, pourquoi ne pas leur reconnaître ça? Pourquoi allons-nous tenir compte de la société dans laquelle nous sommes et dit le nadage franc qui dit mais si elle a choisi de ne pas se marier, c'est sa concession à elle. Nous devons respecter ça. D'autres cherchent de l'argent, d'autres cherchent des hommes qui ont beaucoup de sous, qui ont de voitures, qui ont construit des maisons avant d'aller se coucher et avant de se donner au mariage. D'autres femmes sont comme ça. Jusqu'à avoir l'âge là, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Vous me demandez quel est le conseil qu'il faut donner. Le conseil qu'il faut donner à une femme qui a déjà 29 ans, 28 ans, qui n'est pas mariée, il y a deux cas. Premier cas, celle qui a choisi de ne pas se marier. Ça, c'est une autre affaire. On doit l'accepter, ça. Deuxième cas, celle qui veut se marier, mais elle se promène de gauche à droite. C'est ce qui ne permet pas que la société la voie d'un œil vraiment, vraiment bien. Parce qu'on dit, elle trouble la société. Malgré son âge, une femme, 28 ans, 29 ans, n'est pas mariée, mais elle sait se promener. Quand elle se promène là, c'est un danger. Dans une société où le statut relationnel est encore souvent considéré comme une mesure du bonheur et de réussite, certaines femmes choisissent volontairement le célibat. Parmi elles, d'autres sont célibataires malgré leur âge pour diverses raisons. Quel regard porte la société sur les femmes âgées mais célibataires? Quelques citoyens en parlent au micro de Quentin Amosso. Le véritable ami, c'est quelqu'un que tu appelles un confrère qui est là à te tendre la main quand tu en as besoin. Quand tu as des problèmes ou quand tu es dans un souci,
il peut te conseiller de fait. Quand tu ajoutes par exemple A plus B, ça doit donner C. C'est ça qu'on appelle un véritable ami. Le véritable ami, c'est celle ou celui que dans les moments difficiles ou dans les bons moments, dans les moments difficiles, tu trouves. C'est là. Ce que j'entends par véritable ami, c'est quelqu'un à qui tu peux te confier, quelqu'un sur qui tu peux compter dans tous les moments, dans les meilleurs et les pires moments. J'ai des amis, mais le véritable, pour le moment, je ne peux pas encore choisir quelqu'un pour dire que non, celui-ci c'est mon véritable ami. Si je vais appeler quelqu'un ami, je dirais c'est quelqu'un qui va m'aider à élever, à être, qui est toujours à côté de moi et qui, dans les moments difficiles, par sa loyauté et autres, je le trouve à côté de moi. Lui, je peux appeler ami, à qui je peux faire confiance. Et il m'aide dans les moments difficiles. Quelqu'un que je peux appeler ami, c'est quelqu'un avec qui je partage tout, que ce soit mes moments difficiles et les moments de joie. Quelqu'un avec qui je peux partager tous ces moments-là, quoi. J'ai un véritable ami. Disons un sage à moi. Il est d'abord un père pour moi. Il me donne des conseils. Il est plus que mon père parce que ces conseils me vont droit au cœur et lorsque j'applique, je vois toujours, j'ai toujours un de plus sur ça. On ne dit pas tout. Il m'a toujours dit qu'on ne dit pas tout, mais je peux dire que bon, je lui dis la majorité de mes soucis, mais et j'applique ses conseils sur ça. Pourquoi on s'est dit qu'on est véritable, c'est parce qu'il est capable de garder mes secrets. Et je suis capable de garder ses secrets. Il faut avoir peur de tout dire à son ami. Mais en fait, quand on est déjà véritable ami, je ne pense pas qu'il soit capable de le dire. Parce que c'est une confiance qui est entre nous. C'est de la confiance qu'il ou elle est devenu mon véritable ami quand même. Si j'arrive à tout dire à l'ami, il va prendre ça autrement quelque part. Parce que si je dis à quelque part, il y a un moment où il faut dire et il y a un moment où il ne faut pas dire. Peut-être que l'ami il est énervé et quand tu vas lui parler, peut-être il va prendre l'autre colère et puis mélanger avec ce que tu lui as dit. Aussi, je vois que les parents ont dit, peut-être derrière moi, ce que je ne lui ai pas dit. Cela, bon, je vais peut-être m'excuser auprès de lui pour dire peut-être ça s'est passé, telle chose s'est passée, que je ne lui ai pas dit ça et puis les parents ont dit, bon, de beaucoup m'excuser que le temps est venu, puis ça m'a échappé. Je peux dire ça et puis garder l'amitié entre nous. L'homme est appelé à se pardonner. Dans le temps, je vais l'amener sur la raison. C'est pas tout on dit à un ami. Bon, pour moi, ça dépend. Ça dépend. Si c'est un ami garçon, moi, je peux tout dire. Les filles, elles sont un peu hypocrites. Et vraiment, quand tu te confies à une fille, là, c'est que, je ne sais pas si je peux utiliser le terme papato, mais les filles parlent trop, quoi. Or, quand tu parles à un garçon, c'est qu'il y a plus de sincérité et c'est un peu ça, quoi. Les garçons sont plus sincères. Devenu désormais une tradition sur les réseaux sociaux, plusieurs sont ces personnes qui, sans contrainte ni retenue, se permettent de diffuser des informations confidentielles sur des individus. Vieux messages, audio, vidéos et captures d'écran sont utilisés aux fins de nuit à ce dernier. L'on se demande ce qui peut amener quelqu'un à poser ce acte. Des citoyens y répondent toujours au micro d'Achille Huenou. Suivons-les. C'est un vrai sujet que vous posez là parce que c'est vraiment viral et on voit très souvent, surtout ces derniers temps, des gens font des trucs du genre. Je crois qu'à la base, c'est quand on ne se respecte pas, on peut se permettre de faire des trucs du genre. Voilà. Et déjà, chez nous, il y a la base qui est ratée chez certaines personnes et les réseaux sont gratuits. Donc, on peut monter sur la toilette, dire ce qu'on veut et dans l'idée de faire du mal à son second. Et ça, vraiment, ce n'est pas du tout bien. Voilà. On peut le dire, par exemple, en France, par exemple, il y a quelques semaines, ils ont interdit les réseaux sociaux aux jeunes. À un certain âge, voilà, donc c'est un peu ça. Et c'est un phénomène très récurrent et il faut vraiment trouver une solution pour limiter ces trucs parce que ce n'est pas du tout bien. De nos jours, ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux est de l'insécurité totale.
l'insécurité concernant le numérique et la divulgation des contenus pour nuire à n'importe qui. Est-ce que nous allons dire que c'est forcément une intention de nuire? Oui, à voir les faits, on dira que c'est une intention de nuire, mais bon. Supposons un exemple. Il y a quelqu'un qui perd son téléphone et une autre personne retrouve le téléphone. En fouillant par exemple ce téléphone, il découvre des trucs et il se dit, bon, c'est quoi ça? Il partage avec ses amis, supposons, et ses amis en retour partagent avec d'autres personnes. Ça aussi c'est de la divulgation, sans que cette personne ne se rende compte que ce qu'il est en train de faire est un acte malsain, par exemple. Il peut supposer que les contenus qu'il a vus dans le téléphone est un porno, par exemple, est divulgué, puisque les pornos de nos jours sont sur Internet et partout. Et il peut aussi savoir que ce truc qu'il est en train de voir là est sûrement à telle personne et il peut avoir connaissance de cette personne et malgré ça divulguer ce contenu en question. Donc cela est peut-être dans l'optique de s'amuser et parfois de nuire. Il y a d'autres personnes qui se rendent compte que ce qu'ils font n'est pas du tout bon. Selon moi, la personne, c'est la jalousie. Par exemple, quand il voit que la personne pèse maintenant, il peut être jaloux de la personne parce qu'elle est riche, elle a tout et elle n'a pas. C'est ça. La personne peut faire ça pour avoir de la visibilité. Et on peut corrompre les gens pour avoir de l'argent et tout. Par exemple, quand il partage maintenant, il peut y avoir des gens qui like et qui s'abonnent à son compte et tout. Et avec les abonnés, tu peux avoir de l'argent un peu. Et tu peux gagner un peu de l'argent sur TikTok. Toi-même qui viens de filmer la vidéo de toi-même en animation, tu dois penser à deux choses, à le mal et le bien. Après tes actions en vidéo. Parce que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même moi-même qui est ici, on dit souvent que genre, son téléphone portable est une vie privée. Mais à tout moment, je peux remettre mon téléphone à mes frères ou l'un de mes camarades. Et lui, il peut voir les vidéos. Quand lui a vu les vidéos, il ne peut pas penser à les mêmes choses que moi-même. Lui peut penser à autre chose directement. Donc de là, lui peut balancer les vidéos ou les photos sur son téléphone pour publier. Donc moi, je ne peux pas donner la faute à l'ami ou mes frères. La faute est à moi-même. C'est pour avoir des vues. Là, ils vont faire des gestes pour avoir des vues. Il y a de nos jours, tant que tu postes une publication, souvent pour avoir plus de vues, on met des contenus à caractère sexuel pour attirer l'attention des jeunes, vous voyez. Donc je dirais que ça incite beaucoup de personnes à aller voir ce que vous publiez et tout. Donc oui, ça permet d'avoir plus de vues également. Hors de nos frontières, condamné à 3 ans de prison pour offense au chef de l'État ivoirien, le député malien et membre du Conseil national de transition, Mamadou Awa Gassama, a retrouvé la liberté. Il a bénéficié mardi 10 février d'une grâce présidentielle accordée par Alassane Ouattara, mettant fin à plusieurs mois de détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Toujours hors de nos frontières, la Russie tire la sonnette d'alarme. Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, prévient que toute installation de moyens militaires au Groenland, jugée susceptible de menacer les intérêts de Moscou, pourrait proportionner, incluant des dispositifs à caractère militaire et technologique. Ce rappel survient alors que les intentions s'intensifient dans l'Arctique, où la présence croissante de forces étrangères inquiète les autorités russes. Au-delà de l'avertissement diplomatique, ces propos pourraient influencer les décisions stratégiques des alliés occidentaux et des pays nordiques, soulignant l'importance géopolitique et militaire de cette région polaire. Parlons à présent sport. Score de parité entre les Cavaliers de Niki et l'ASPAC.
Un but partout au thème d'un match engagé et disputé ce week-end. Sur leur terrain, les Cavaliers ont fait preuve de caractère face à une formation de l'ASPAC bien organisée et réaliste. Un nul qui reflète l'équilibre des forces. Un retour sur les temps forts de ce duel avec Mouidine Lawane. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.